parlé, ils ont listé une liste de considérations pratiques et le principal, regardez, il faut mesurer la créatinine minimum 12 heures à distance d'un repas riche en viande ou en poisson. Parce qu'on ne le fait pas. Parce que c'est comme l'histoire de la glycémie. On se dit, tiens, la créatinine, on va la faire, c'est-à-dire à n'importe quelle heure. Alors ça, c'est un point important sur lequel on insistait. 12 heures après, par exemple, après le dîner, le matin, comme pour la glycémie que vous faites. Quoique la glycémie, je crois que c'est 8 heures l'intervalle. Voilà. Donc peut-être demander aux patients de jeûner plutôt 12 heures. Voilà. Alors, en fonction du DFG, la classification en stade que vous connaissez du stade 1 au stade 5 n'a pas changé en fonction du débit de filtration glomérulaire. Et la terminologie, voilà, Midley, voilà, normale à haute, normale moyenne. Mais moi, malgré cette classification, vous le savez, on parle d'insuffisance rénale à moins de 60. Mais un sujet jeune de 18 ans qui a un DFG à 65, 70, c'est pas normal. Donc, il faut toujours adapter en fonction de l'âge. Également, un sujet âgé de 80 ans qui a 60 de DFG, bon, c'est une insuffisance rénale, mais bon, s'il a une petite masse, c'est pour vous dire que l'œil du clinicien, il est toujours là pour juger. Et c'est dans ces situations extrêmes qu'il est intéressant de faire cette cystatine pour nous donner une idée beaucoup plus exacte de la fonction rénale. Alors, voilà, comment évaluer? Il faut identifier donc les patients à risque. Ça, c'est vraiment l'arbre décisionnel pour dépister la maladie rénale. C'est le résumé. Identifier les patients à risque. Quand vous avez un des marqueurs autres que DFG et RAC, bon, vous avez le DFG ou le rapport, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, il faut le demander et donc les réévaluer. Et s'ils n'ont pas été faits, il faut les redemander. Et puis, un fait important, regardez dans l'arbre décisionnel, soit que vous n'avez pas de marqueur, votre DVG est normal, ce n'est pas un malade rénal chronique, soit que c'est une insuffisance rénale, mais vous devez faire la preuve de la chronicité de cette insuffisance rénale. Pour ça, la chronicité au-delà de 3 mois, il faut faire, et surtout, il faut, comme je vous ai dit, éliminer, moi déjà devant une élévation de la créatinine, d'un DFG bas, première chose, je l'élimine l'insuffisance rénale aiguë. D'abord, devant toute élévation de la créatinine, parce que d'abord c'est une cause curable et on peut avoir un retour et des fois le traitement est urgent. Et puis par la suite, si vous êtes sûr que c'est chronique, donc vous avez le critère de chronicité, on va parler comment retenir le critère de chronicité, les CADIGO l'ont précisé, eh bien on cédera du DFG par créatinine, cystatine idéalement, et puis classifier. Et là, fait important cette année dans les recommandations, on ne classifie pas uniquement en tenant compte du DFG, de la microalbe, de l'albuminurie qu'on avait. Il faut aussi mettre la cause. Parce que la néphropathie diabétique, par exemple, qui est normalement glomérulaire, n'évolue pas de la même manière qu'une néphropathie interstitielle chez un enfant qui a un reflux vésico-urétéral. La perte dans la néphropathie diabétique par an est de 12 millilitres par minute par an, alors que dans les néphropathies interstitielles, elle est de 2-3 millilitres par minute par an. C'est pour ça que intégrer la cause dans la classification a été préconisé par les nouvelles recommandations. Alors, bien sûr, la mesure de la pression artérielle, même si elle ne figure pas, pour moi, c'est un élément important de l'évaluation parce que ça peut être témoin du début de la néphropathie diabétique chez le diabétique type 2, on la voit d'emblée, et ça peut aussi être d'origine secondaire à une atteinte rénale autre que la néphropathie diabétique. Alors, comme je vous ai dit, la cause est désormais obligatoire. Il faut chercher cette cause de maladie rénale chronique. Il faut qu'elle figure dans votre diagnostic. Quand vous mettez maladie rénale chronique stade 3B ou A2, et vous devez mettre à côté absolument la cause. La cause en s'aidant de l'examen physique, bien sûr de l'interrogatoire, des antécédents du patient, de l'examen physique, de la recherche des signes urinaires, et surtout de tout ce qui est paraclinique, analyse des urines, échographie, rapport albumine sur créatinine et PBR. Pour pouvoir, alors d'autres analyses sont désormais également disponibles, ça nous aide des fois pour rechercher la cause,
Bien sûr, l'imagerie et la biopsie rénale qui reste le gold standard. La biopsie rénale, c'est une carte du rein, elle nous donne vraiment le détail de la lésion rénale. Mais il y a dorénavant certaines analyses qui nous permettent de faire des diagnostics sans biopsie. Par exemple, dans ce qu'on appelle, il y a une néphropathie primitive chez nous qu'on appelle la glomérulonéphrite extramembraneuse et qui se caractérise par une protéinurie très importante. Là, vous pouvez demander cette analyse qu'on appelle la recherche des anticorps anti-PLA2R et elle coûte 410 dirhams. Et quand on l'a, maintenant il y a même des recommandations qui préconisent de traiter l'extramembraneuse sans preuve histologique si vous avez un taux d'anticorps anti-PLA2R très positif. Ça existe dans les laboratoires. Il y a aussi les autres marqueurs de vascularite comme les ANCA, comme les anticorps anti-membrane basale glomérulaire dans la maladie de Goode-Pasture, comme les free light chains, les chaînes légères dans le sang, dans le myélome multiple ou l'électrophorèse. Donc, ce sont tous des analyses qu'on fait dans le sang et qui peuvent aider à déterminer la cause de cette maladie rénale dont j'ai parlé, parce qu'un sujet diabétique peut ne faire autre chose que combien de fois on a eu des patients suivis en consultation. Dr Sqat m'en a envoyé plusieurs pour biopsie, qui ont développé des extramembraneuses, qui ont développé des lupus, qui ont développé des HSF de fait. Alors c'est important, hein, l'HSF. Les diabétiques type 2 sont souvent des obèses et l'obésité en elle-même peut causer une maladie glomérulaire qu'on appelle la hyalinose segmentaire et focale. Donc il faut faire la part des choses. Ça nous est arrivé de détecter des myélomes, des myélomes chez des diabétiques, rien qu'en suivant cette protéinurie et en faisant ces analyses. Et on a eu le diagnostic et on ne s'expliquait pas pourquoi ils nous les adressaient, parce qu'ils ne s'expliquaient pas l'aggravation rapide de la fonction rénale. D'ailleurs, on va voir que dans le suivi, c'est très important de suivre et l'évolution du DFG, mais aussi de l'albuminurie, de la protéinurie. Alors, autre chose, je vais revenir, il y a aussi certains tests génétiques, comme par exemple l'ApoL1, qui est une mutation génétique qui est associée à un surrisque de maladie rénale chronique. Ça se fait dans les laboratoires de génétique, notamment chez Dr Sfiani Araba, il le fait, et pour d'autres maladies génétiques comme le COL4A3 et autres. Alors, voilà la classification qui existe par rapport aux maladies glomérulaires et qui doit figurer dans votre classification. Donc généralement, nous avons 4 classes de causes en fonction du segment ou bien de la partie atteinte. Vous avez les maladies glomérulaires où c'est le glomérule qui est malade. Vous avez les maladies tubulo-interstitielles ou plutôt le tubule et l'interstitium. Les vasculaires ou plutôt les vaisseaux. Et vous avez les maladies cystiques, c'est-à-dire cystiques c'est les kystes, et congénitales. Et dans chacune de ces 4 classes, l'étiologie peut être soit primitive, c'est-à-dire c'est le rein lui-même qui est à l'origine de la maladie. Par exemple, dans les maladies glomérulaires, la lésion glomérulaire minime, la hyalinose segmentaire et focale, la membranoproliférative, et vous avez les maladies systémiques comme le diabète, c'est-à-dire qui touchent d'autres organes que le rein. La même chose pour les tubulo-interstitiels, les maladies systémiques, infectieuses, allergiques, etc. Les maladies vasculaires comme pour l'hypertension artérielle dans les systémiques. Et vous avez les maladies strictement vasculaires où c'est des vascularites localisées dans le rein. Et ça existe. Et puis les maladies cystiques et congénitales, la polykystose est considérée comme une maladie systémique parce qu'elle ne touche pas que le rein. Vous avez le foie, vous avez les anévrismes dans les artères cérébrales, et puis vous avez des maladies localisées cystiques et génétiques dans le rein. Donc c'est la classification que je veux que vous reteniez et que vous devriez dorénavant mettre dans votre classification de maladie rénale. C'est facile. Alors, pour attester de la chronicité de la maladie, donc il faut qu'il y en ait le critère 3 mois. Comment établir que ce malade évolue depuis plus de 3 mois en se basant sur les bilans antérieurs du patient. Ce qui est intéressant, c'est demander, tant que votre patient a un laboratoire d'analyse fiable, il ne faut pas l'inciter à changer de laboratoire. Parce que le laboratoire va garder les antériorités, ça va vous aider pour suivre. Bon, vous le notez dans votre dossier, mais c'est facile à lire quand vous avez la courbe qui date de 2-3 ans, je parle au maximum. Donc c'est très facile. Donc les antériorités, pas que de créatinine, de DFG, d'albumine, tous les paramètres, l'échographie rénale,
taille réduite, index cortical réduit. C'est surtout valable quand vous avez des insuffisances rénales obstructives, quand il y a une obstruction qui a duré dans le temps. Ils ont enlevé l'obstacle, l'urologue a fait son travail, il a enlevé la lithiase, il a enlevé la tumeur. Commence à voir que ce rein va récupérer ou pas, on mesure l'index cortical. S'il est réduit, on sait que le rein ne va pas récupérer. S'il est à moins de 1 cm, c'est un rein qui est... c'est-à-dire on le considère comme chronique. Ça ne sert à rien de... Bon, on continue, on laisse la sonde JJ pour lever l'obstacle, c'est pour éviter l'infection, mais on est sûr qu'il ne va pas récupérer ce rein. Les données, bien sûr, quand vous avez une ponction biopsie rénale, ça c'est l'idéal parce qu'elle va vous donner le... Alors, on se base, la biopsie, ça nous aide surtout pour voir si on doit aller plus loin dans le traitement, taper plus fort avec les immunosuppresseurs ou bien est-ce qu'il faut lever le pied. Quand vous avez beaucoup de fibrose interstitielle, de la fibrose et des tubules atrophiques, on sait que ben, c'est foutu, on va donner qu'une simple néphroprotection, je crois qu'il y aura une conférence sur ça. Mais quand on sait que c'est encore actif et floride, là, on va aller taper plus fort et donner des corticoïdes, des immunosuppresseurs pour préserver et gagner ce rein. Bien sûr, quand des antécédents de maladies causant la maladie rénale chronique, et puis il est essentiel, comme je vous ai dit depuis le début, de répéter les mesures. Ça nous aide dans le diagnostic de la chronicité. Si vous voyez que c'est stable et tout, donc vous répétez, vous êtes sûr que c'est une maladie rénale chronique. Alors, quelle surveillance pour la progression de la maladie rénale chronique? Ce qui est préconisé par les KDIGO, c'est au moins une fois par an de manière générale, mais de manière beaucoup plus rapprochée s'il y a un haut risque de progression. S'il y a une variation, si entre deux consultations, vous avez que votre débit de filtration glomérulaire a varié de plus de 20%, il faut le reconvoquer, il ne faut pas attendre une année. Ou bien si vous avez rajouté un IEC ou un ARA2, que ça a augmenté au-delà de 30%, il faut le reconvoquer rapidement. Et puis, regardez quand vous avez un doublement de l'albuminurie, vous êtes passé d'une valeur à un doublement de cette valeur, de l'albumine dans les urines, il faut, dans le mois, normalement, une simple albuminurie, micro-albe et tout, c'est 6 mois, 1 an. Mais si vous voyez qu'à une consultation, ça a rapidement augmenté, vous reconvoquez le patient rapidement pour un recontrôle. Je vais laisser la présentation à Dr Strat, il la partagera avec l'ensemble de l'assistance. Alors, très bien, c'est une bonne chose. Alors, toujours dans le cadre de surveillance, la nouveauté dans ces recommandations, c'est que dorénavant, il y a une notion qui existe depuis 2 ou 3 ans, le risque d'insuffisance rénale chronique terminale. En fait, sur Internet, vous avez des calculateurs de risque de développer l'insuffisance rénale que les patients anglo-saxons ou autres qui sont bien, c'est-à-dire lettrés, peuvent calculer eux-mêmes. Vous faites rentrer des paramètres, âge, sexe, DFG et autres, et ça vous calcule le risque. Et en fonction de ce risque, les recommandations ont préconisé un rythme de suivi et surtout la question qui fâche, quand est-ce qu'il faut référer votre patient au néphrologue? Voilà. Donc là, ils ont été un peu plus clairs. Alors, ça, c'est le calcul du risque. J'ai mis la liste. Alors, c'est surtout le premier, le KFRE. Et vous avez le site Internet. C'est interactif. Vous faites rentrer les données, ça vous donne un risque. Et après, il y a une conduite à tenir en fonction de ce risque. Je vais vous la montrer. Alors, regardez, si j'y reviens, regardez. Par exemple, c'est l'âge, le sexe, le DFG et l'albuminurie. Donc, c'est ce qu'on utilise. Et en fonction de ces paramètres-là, eh bien, il y a un risque rénal de développer l'insuffisance rénale. Alors, en fait, ils évaluent 2 types de risques. Soit le risque d'insuffisance rénale chronique terminale chez les patients ayant un DFG à moins de 60, ou le risque d'un déclin de 40% chez les malades qui ont un DFG au-delà de 100, c'est-à-dire d'aggravation rapide. Et donc, vous voyez ici, donc, ce risque il est évalué soit à 2%, plus de 10%, 20%, mais regardez, élément très important dans la surveillance. Votre patient,
vous avez un surrisque rapide d'évolution de la fonction rénale. Et c'est pour ça que vous, dans la néphroprotection, dans le traitement, vous allez vous évertuer à baisser au maximum cette albuminurie et lutter contre son augmentation. Et donc cette albuminurie a un impact aussi bien sur le risque d'insuffisance rénale, de survenue d'insuffisance rénale, que de dégradation de la fonction rénale parce que ça abîme le rein. D'un point de vue pratique, voilà. Donc quand vous avez le risque que vous avez calculé, il vous le donne en valeur, entre 3 et 5% à 5 ans, le risque à 5 ans, eh bien, donc ça correspond généralement à des DFG entre 30 et 60, il faut adresser le patient au néphrologue. Quoique nous, dans nos recommandations, on préconise qu'une première, dès que vous avez un diagnostic de maladie rénale, il faut un premier avis. Après, c'est l'omnipraticien. C'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose. Mais après, c'est l'omnipraticien qui s'occupe de ces patients-là. Quand vous avez un risque, regardez à 2 ans, qui est supérieur à 10%, c'est ce que je vous ai montré, et ça concerne surtout les patients qui ont un DFG à moins de 30. Là, le néphrologue est obligatoire et généralement, c'est en plus multidisciplinaire. C'est aussi toutes les autres spécialistes qui vont prendre en charge ce malade. Et bien sûr, quand le DFG a moins de 20, là, ça correspond à un risque rénal au-delà de 40% à 2 ans, c'est-à-dire de passage au stade terminal. Là, il faut bien sûr préparer le patient à la dialyse et l'inscrire sur liste d'attente. Et c'est ce qu'on fait. On peut faire ce qu'on appelle des greffes préemptives. Ce sont des patients qui ne passent pas absolument par la case dialyse. On commence à les inscrire à moins de 20 de DFG, on les prépare pour qu'ils fassent... C'est surtout pour les enfants, les jeunes adultes, ou bien pour les adultes actifs pour qui la dialyse pose problème. Voilà. Et puis, je reviens au point important, ne pas négliger une insuffisance rénale aiguë. Je vous en ai parlé tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas passer à côté d'une cause curable, aussi bien c'est un patient qui n'a pas de maladie rénale chronique ou qu'une cause d'acutisation qui peut vous faire revenir à une valeur normale. Alors, pour ça, les recommandations, il y a une dizaine d'années, 2 marqueurs, la créatinine et la diurèse. On parle d'insuffisance rénale aiguë quand vous avez une élévation de 3 mg par litre, c'est minime. En 48 heures, vous êtes en droit de parler d'insuffisance rénale aiguë ou une baisse de la diurèse de moins de 0,5 cc sur kilo par heure sur 6 heures. C'est les malades sondés en réanimation. Quand on constate qu'ils ont une diurèse à moins de ça, sur 6 heures, on n'a pas besoin d'atteindre 24 heures, on pose le diagnostic pour intervenir rapidement. Alors le souci avec cette créatinine, la même chose, on aura une élévation de la créatinine qu'au-delà d'une perte, une insuffisance rénale avancée. C'est qu'au-delà de 50% de perte d'insuffisance rénale que cette créatinine va augmenter. Et c'est pour ça que dorénavant, on a d'autres nouveaux biomarqueurs qui ont vu le jour. Il y a même ce qu'on appelle des biomarqueurs fonctionnels et lésionnels. Et dorénavant, on ne parle plus d'insuffisance rénale aiguë en littérature anglo-saxonne, mais d'agression rénale aiguë. Et on va détecter des biomarqueurs qui vont détecter le moment où le tubule a été lésé. Il va libérer un marqueur tel que le LF-ABP, le KIM-1, le IGF-BP7, la cystatine. Regardez, c'est aussi un très bon marqueur. Et dorénavant, il y a même des bandelettes que le réanimateur peut utiliser dans les urines de ces malades en réanimation. Et ça vous donne, par exemple, pour l'IGF-BP7 type 2, il vous donne que ce patient, il n'a pas encore augmenté sa créatinine, mais il augmente ses marqueurs. Il fait très attention pour éviter que le cas ne s'aggrave. Donc c'est l'intérêt de ces nouveaux biomarqueurs qui sont quand même encore chers. Mais le souci chez nous au Maroc, c'est qu'ils ne sont pas disponibles rapidement. Il faut attendre. Ils sont souvent sous-traités. Donc j'espère qu'avec le temps, on fera le forcing pour les avoir rapidement. Alors, en fonction de l'augmentation de la créatinine, on a une classification de l'insuffisance rénale aiguë, KDIGO 1, 2, 3. Quand vous avez un doublement de la créatinine ou une baisse de la diurèse de moins de 0,5 cc kilo-heure sur 12 heures, c'est un KDIGO 2 et au-delà, c'est un KDIGO 3. L'échographie rénale, chez nous, les néphrologues, comme pour vous, c'est l'examen clé. C'est la première chose qu'on demande devant une insuffisance rénale. Ça nous permet de voir si c'est chronique, aigu, de voir la structure des reins, la taille. Et en fait, dans le contexte chronique, vous avez généralement, vous constatez une anomalie, c'est ce qu'ont dit les recommandations de petits reins, des kystes, des contours, bosselets, et avec toutes les autres pathologies toute pathologie qui a duré dans le temps peut vous donner une anomalie à l'échographie.
Dans le contexte aigu, première chose à éliminer, c'est l'obstruction. Et donc, pour ça, on recherche une dilatation piélo-calicielle. Et toutes les pathologies aiguës, toutes les glomérulopathies aiguës, interstitielles, surtout le syndrome glomérulaire, syndrome GNA, syndrome GNRP, s'associent à des reins de taille normale. La différenciation peut être un peu altérée parce qu'il y a une hyperéchogénicité. Parfois même, dans l'insuffisance rénale aiguë, on le voit, on prête à confusion avec de la dilatation, c'est de l'œdème interstitiel qui paraît hypoéchogène. Et là, on est sûr, c'est les pyramides de Malpighi qui sont vraiment très, très visibles, alors qu'habituellement, on ne les voit pas, et ça témoigne de l'œdème interstitiel et du caractère aigu de la glomérulopathie. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut faire une ponction biopsie rénale. On peut s'aider de toutes les autres imageries. J'en ai parlé parce que ça fait partie des moyens d'exploration de la fonction rénale. La scintigraphie rénale peut même vous donner la fonction de chaque rein. C'est valable, par exemple, dans le don d'organes. On prélève le rein le moins important. C'est-à-dire 55-45, on va prélever celui qui travaille 45% et laisser le meilleur pour le donneur. La ponction biopsie rénale, bien sûr, dans les cas de glomérulopathie aiguë, s'impose. Devant tout syndrome glomérulaire, généralement, c'est primordial. Il est interdit de donner des immunosuppresseurs. C'est médico-légalement interdit de donner un immunosuppresseur sans preuve histologique. Donc, on l'a fait, sauf dans les rares cas des syndromes néphrotiques chez l'enfant ou les syndromes GNA, ou bien quand on a une néphropathie diabétique évidente. Mais sinon, tous les autres cas, on fait une biopsie. Elle a un intérêt, comme j'ai dit, diagnostique, thérapeutique et pronostic. Et bien sûr, il y a des contre-indications qu'il faut respecter, les reins uniques, les kystes, l'HTA mal contrôlé, les troubles de l'hémostase. Et il faut faire attention. C'est pour ça que c'est généralement une hospitalisation courte de 24-48 heures. Et faites important, s'il vous plaît, l'aspirine. On ne biopsie pas un patient sous aspirine. Combien de fois les patients arrivent pour biopsie, on arrête 6 jours avant l'aspirine, avant de biopsier ces malades. Et on fait, nous, systématiquement, ce qu'on appelle un temps de saignement. Pas par la méthode habituelle, IV, incision. On le demande généralement nous-mêmes avant de biopsier, parce qu'on a eu des cas avant de troubles de dématurie. On a même eu une fois, pour faire de l'hémostase, de faire des néphrectomies. C'était vraiment, une fois, je me rappelle, c'était anecdotique. Mais heureusement que c'était au CHU, l'équipe d'urologie était prête pour faire l'hémostase. Non, oui, les anticoagulants, généralement, on les arrête et on switch à l'HBPM. Et voilà, on l'a fait la veille, en biopsie, mais c'est en accord avec le cardiologue ou le prescripteur. Et après 15 jours, on reprend les anticoagulants parce qu'on a peur de ce qu'on appelle la chute d'escar à 15 jours. Donc, on ne reprend pas les AVK et autres juste après. On attend, même pour l'aspirine. Alors, les causes de la maladie rénale chronique, vous les connaissez, diabète, HTA, pyélonéphrite et autres, c'est les glomérulopathies qu'on va trouver à la biopsie. Et bien sûr, cette évaluation de la fonction rénale, je vous ai dit, elle va nous permettre de déterminer quelle est la maladie rénale chronique en cause, mais également, il ne faut pas passer à côté d'une insuffisance rénale aiguë qui peut aggraver le tableau. Voici les 10 premières causes au Maroc, c'est une étude marocaine. Déshydratation, la première cause. Sepsis, en réanimation. Obstruction tumorale, les cancers pelviens, ce sont les 3 premières causes d'insuffisance rénale aiguë chez nous au Maroc. Et vous voyez que c'est des causes évitables. La déshydratation, leptospirose, oui, on en a, surtout chez les égoutiers, le personnel des hammams, les bnaya, il y a beaucoup de leptospirose. Voilà. Voilà. Et puis pour conclure, vous savez, maintenant, il y a même une nouvelle entité qui n'est ni insuffisance rénale aiguë, ni maladie rénale chronique. C'est entre les deux. En fait, c'est une insuffisance rénale avec un DFG à moins de 60 qui a évolué pendant pas plus de 3 mois, mais on a dépassé les 7 jours. C'est ce qu'on appelle l'acute kidney disease, la maladie rénale aiguë, et qui, généralement, après elle régresse, mais qu'il faut un suivi. Mais le mot-clé, insuffisance rénale aiguë, ne veut pas dire que le patient va revenir à la normale. C'est des malades, 30% d'entre eux vont développer une insuffisance rénale chronique à long terme. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été clair. J'ai respecté le temps.